Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Cyber édition spéciale. Nous sommes à Monaco pour les assises de la cybersécurité. On va passer 3 jours ici pour rencontrer l'écosystème hyper spécialisé, mais avec plein de sujets très différents. On va notamment s'intéresser au stress des RSSI, les responsables de la sécurité des systèmes d'information. On va parler aussi, nouveauté, d'une déclinaison de cybermalveillance.gouv.fr à Monaco. Ça, c'est une annonce tout à fait récente qu'on va commenter. Et puis, découvrir des nouvelles solutions, par exemple des techniques d'isolation de navigation web. On s'intéressera à un rapport également qui met en lumière des lacunes critiques en matière de visibilité des vulnérabilités. Beaucoup de sujets à découvrir et notamment le prix de l'innovation qui a été décerné. C'est parti. Alors, je suis avec un RSSI, un responsable de la sécurité des systèmes d'information, Olivier Dalloy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ces assises de la cybersécurité. Vous êtes le RSSI de Zscaler en France. Zscaler, donc c'est un spécialiste de la transformation numérique et de la question de la résilience, où sa présence notamment ici. Je m'intéressais à une étude justement sur la résilience informatique des entreprises qui serait, d'après ce que j'ai lu, compromise par une mauvaise présence du stress chez les RSSI. Oui. Alors, merci effectivement de m'accorder effectivement cette interview. Je suis ravi d'être avec vous. Le RSSI, en fait, est un poste qui, contrairement à d'autres, n'a pas de fiche de poste, n'a pas de description. Il varie d'une entreprise à une autre, mais on va dire à géométrie variable. Donc à chacun des RSSI, quand je le contexte de chacune des entreprises, de définir son poste, de le valoriser en interne, de faire en sorte qu'on ne le voit pas forcément comme un centre de seulement, mais aussi comme un business enabler, comme on dit, comme un véritable facteur de différenciation pour les différents métiers. Le problème, entre guillemets, c'est qu'il est confronté d'une part à l'évolution du système d'information. Il n'en est pas responsable, il doit l'accompagner, il doit le sécuriser, mais il découvre aussi un peu les projets et l'évolution de l'entreprise. Il a évidemment les incidents qu'il ne peut pas prévoir non plus. Il a dorénavant également des audits, ou qu'on appelle aussi dans notre jargon parfois des red teams, qui viennent vérifier que s'il n'y a pas eu d'incident, c'est parce qu'on a bien observé et qu'on a bien protégé l'information. C'est pas uniquement de la chance, mais c'est pas parce qu'on a raté un incident en tant que tel. Donc tout ça est assez compliqué et en plus de ça, vous y rajoutez de plus en plus la réglementation et l'évolution des réglementations et l'obligation de se conformer aux réglementations. Il y a toutes les contraintes qu'elles peuvent amener au RSSI. Oui, j'ai envie de vous dire, en fait, dans toutes les professions, si on prend chaque responsable, il va nous dire, moi j'ai énormément de responsabilités, les choses bougent très vite, j'ai une pression, il y a la pression réglementaire, tout le monde vit ça. La spécificité du RSSI, alors moi ce qui m'intéresse, c'est par rapport à la résilience de l'entreprise, c'est que son stress peut créer en fait des vulnérabilités, c'est ça? Oui, alors déjà il est difficile de trouver des bons profils. Et de les attirer, mais également de les former, de les upskiller comme on dit, de les adapter à toutes les nouvelles technologies qu'ils doivent gérer et derrière de les retenir. Puisque parfois vous recrutez une personne qui va rester 2 ans chez vous et qui va partir, elle composait votre équipe, elle n'était pas forcément redondante, on n'a pas des budgets illimités non plus. Encore une fois, bien souvent l'entreprise voit le RSSI et son budget comme un centre de coût, donc tente de minimiser les investissements qu'elle peut faire pour son poste, pour son équipe, pour ses entiers. Et du coup, quand une personne part ou quand une technologie est défaillante pour une raison ou pour une autre, en gros, lui doit combler ses défaillances. Il peut y passer des nuits, il peut y passer des week-ends. C'est pas forcément. Comment on peut prendre en compte dans une organisation ce stress inhérent à cette profession, s'assurer justement que l'organisation sera bien protégée? Alors, la première des choses, je pense que c'est. Comment vous faites pour ne pas être stressé, par exemple, vous-même? Alors, la première des choses, je pense, c'est effectivement déjà avoir des backups, avoir des personnes dont on a identifié au préalable, avant un incident, avant un audit. On sait que ces personnes-là, au cas où les personnes entières ne sont pas disponibles pour une raison X, Y, peut être dans un avion ou autre, ces personnes-là seront actives et elles sauront faire, elles auront les outils, elles auront les moyens de faire. Puis la résilience, on la prend en compte au niveau du système d'information, au niveau des différents outils. Ça se prend en compte dès le démarrage des projets, pas à la fin. Et donc à ce moment-là, effectivement, on sait pallier, ça devient un incident courant. On va gérer avec des processus qui ont été éprouvés, qu'on a testés, qu'on a validés, qu'on a fait évoluer avec le système d'information. C'est effectivement aussi d'avoir une stratégie et de savoir ce qu'on va développer, ce qu'on va déployer, à quel rythme, que c'est validé également par le comité exécutif. Et du coup, on peut poursuivre sa feuille de route. On n'est pas en train d'improviser à chaque jour en espérant qu'on n'est pas fait de boulet. On parle d'incident plus de quantique ici, c'est une menace supplémentaire.
inconnu, parce que bon, c'est sûr, c'est demain quand même, quand c'est beaucoup, ça rajoute un stress supplémentaire. Non, la menace n'est pas inconnue en réalité. Ce qui est inconnu, c'est la date à laquelle nous réussirons à casser le chiffrement qui est actuellement déployé sur un bon nombre de systèmes. D'ailleurs, pas plus tard que ce midi, Vincent Tubel, le patron d'Annecy, me disait qu'à partir de 2027, qu'on ne passerait plus d'homologation en Annecy si on n'était pas conforme au chiffrement de scanté. Et qu'à partir de 2030, on pourrait tout simplement plus acheter ces technologies. Encore une fois, il y a déjà beaucoup de choses qui sont définies. Il y a même des protocoles, c'est un peu technique, mais il y a des protocoles qui ont déjà été validés par le NIST l'an dernier, pas plus tard que l'an dernier. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Donc, on avance loin dans l'inconnu. Et ce qu'on a à faire, en fait, on le sait, c'est comme toujours globalement un inventaire, c'est toujours se préparer à faire une migration progressive des dispositifs de chiffrement qu'on a déployés actuellement sur les systèmes. En fait, on sait ce qu'on a à faire. Le problème, c'est de le prendre à temps et d'avoir les bons investissements et les bonnes ressources pour être capable de le réaliser. Merci. Merci à vous. Alors, ici, aux Assises de la cybersécurité, on remet des prix. On remet en l'occurrence un prix de l'innovation. Et je suis avec la grande gagnante, la patronne de Astran. Bonjour, Yosra Jaraya, félicitations. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous avez fait pour éliminer tous vos concurrents? Avec des pitchs. Ok. Qu'est-ce qui a fait la différence dans votre pitch? Oui. Non, en fait, oui, blague à part, au-delà du fait de pitcher, c'est d'arriver à montrer au jury qu'on a à la fois une technologie propriétaire innovante, mais qu'on a surtout apporté de la valeur à des clients, et en l'occurrence à des clients grands, pas n'importe lesquels. Et c'est ce qui fait, par exemple, pas n'importe. Oui, on peut nommer par exemple Sanofi, Eiffage, Vinci. Et donc ça va permettre au jury de se dire ok, ils ont créé une technologie innovante, mais surtout elle est utile à énormément de grands groupes, en tout cas à plusieurs grands groupes. Alors on va rappeler peut-être quand même votre technologie, sa particularité, comment elle fonctionne, en tout cas je dirais, sa qualité première, c'est vraiment de travailler sur les plans de continuité, c'est ça, sur le sujet de la résilience qu'on aborde beaucoup en ce moment. Oui, c'est exactement ça. Là, dans l'actualité récente, on voit par exemple que Jaguar a dû faire l'objet d'un prêt carrément de l'État britannique de 2 milliards de dollars pour pouvoir assurer à minima le paiement de leurs fournisseurs critiques, le paiement de leurs salariés et d'arriver à maintenir un tout petit peu leur supply chain. Ça, c'est juste à cause d'une cyberattaque. Donc il faut dire que c'est très concret. Un peu plus récemment, cette année, Marks & Spencer a perdu un tiers de son EBITDA à cause d'une cyberattaque. On en avait parlé dans Smartech. Exactement, exactement. Et donc c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, les COMEX des grands groupes investissent sur le sujet de la résilience opérationnelle. Et la grande différence avec les plans de continuité traditionnels, c'est que habituellement un plan de continuité, c'est un espèce de PDF statique qui traîne dans un tiroir, que personne ne sait comment exécuter. Ouais, donc, j'espère que c'est pas que ça quand même. Malheureusement, c'est beaucoup ça. Ouais. C'est ce qu'on voit nous quand on arrive avec notre solution, c'est une véritable révolution, c'est-à-dire on dit ok, maintenant la continuité elle va être opérationnelle. En fait, on va arriver à définir ensemble presque un mini ERP d'urgence qui va fonctionner en temps de crise et permettre de maintenir les opérations les plus critiques. Et ça, c'est un changement énorme qui rend les choses... Quelles que soient les technologies de l'entreprise, les choix de solutions. Tout à fait. Et même les choix cyber. Tout à fait. D'ailleurs, tu mentionnes un point très important, c'est que habituellement, la résilience étant drivée par l'IT, par la cyber, on va réfléchir application par application. Quelles sont les applications critiques? Nous, on ne dit pas du tout. Quelles sont les opérations critiques? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Et ça, on peut le dire en français, c'est pas technique. On veut payer ses salariés, on veut payer ses fournisseurs critiques, on veut pouvoir facturer ses clients, on veut pouvoir livrer des voitures. En fait, c'est extrêmement métier et business et pas du tout technique. À partir de là, ok, comment peut-on faire pour répliquer ce processus de manière simplifiée, peu importe ce que vous utilisez au quotidien? S'il fallait faire que le minimum nécessaire, vous feriez quoi? Et donc on fait un process beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Et vous leur dites pas, vous passez au papier crayon? Et c'est ce qu'on veut éviter. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec le papier crayon, c'est que c'est dramatique. Parce que c'est un peu ça qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est finalement s'il faut se préparer au retour du papier crayon, on peut rien utiliser. Oui, non, moi je suis contre. On est en 2025, on va retourner au papier crayon. D'ailleurs, les équipes ne savent plus bosser. Ah, moi encore un petit peu. Tu as raison. C'est plus dur pour nous aujourd'hui de travailler
sans être guidé par un système d'information. Et en plus, il y a un énorme problème pour les grands groupes, c'est que pendant une cyberattaque, le cyberattaquant, pour déstabiliser davantage l'entreprise, va chercher à faire des fraudes au président en même temps, va chercher à faire payer des faux fournisseurs. Et ça, si on est au papier crayon, il n'y a aucune traçabilité de qui a payé quoi, qui avait demandé de faire ce paiement à la base, pourquoi on l'a fait, alors que dans notre solution, tout est tracé. Et donc on sait à chaque étape qui a fait quoi, pourquoi, validé par qui. Et ça change tout pour les grands groupes qu'on accompagne. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Quand je prends le GKGouv de cybermalveillance.gouv.fr, vous avez sans doute assisté comme moi à l'ouverture de la grande conférence des Assises 2025, Assises de la cybersécurité ici à Monaco. Et alors là, surprise, je découvre le cybermalveillance. Là, je vais faire des petits, puisque Monaco a décidé de travailler pour une organisation semblable. Vous allez les aider, les y accompagner? Effectivement, on les accompagne déjà. Ils ont sollicité évidemment il y a déjà un petit moment créer ce futur dispositif, puisque le modèle d'un partenariat, l'idée, une démarche qui permet d'adresser les tout petits structures, les particuliers, les collectivités n'existaient pas. Ils avaient la MSM, l'équivalent de l'ANSSI monégasque, mais pas encore leur cybermalveillance monégasque. Assistance aux victimes, soit des dans le public, chacun ou d'entreprise. Vous avez piloté plusieurs groupes de travail, vous en avez piloté un qui a donné notamment naissance à une enquête sur la maturité cyber des TPE, PME. Qu'est-ce que vous en retenez comme enseignement principal? Alors c'est effectivement un groupe de travail qui nous a permis de solliciter à la fois la CPME, le MEDEF, l'U2P autour du sujet de la cybersécurité. C'est de mesurer pour la deuxième année, deuxième édition du baromètre, leur perception de la cybersécurité. Ce qu'on voit au premier lieu, c'est que globalement la perception du risque progresse plutôt dans le bon sens. Ils sont également plus nombreux à se penser la perception protégée, 58% cette année contre 39% l'année passée. On voit une évolution, mais qui n'est pas très substantielle, mais tout de même du nombre de secrétaires de cybersécurité qui est en place au sein de ces entreprises. Et on voit que côté budget, il y a une progression sur l'informatique en général. En 2025 et 13% l'année passée, mais des budgets qui restent quand même très faibles sur le volet cyber. Est-ce que vous avez élargi votre panel d'entreprises interrogées pour cette deuxième édition du baromètre? On est toujours sur un focus TPE-PME. Toujours sur un focus TPE-PME parce que... Pourquoi vous ciblez particulièrement ces entreprises? Parce que ce sont des populations qui, on avait l'intuition, sont quand même bien moins éveillées au risque cyber. Et en tout cas, et ça c'est est-ce que c'est l'éveil ou c'est bien moins outillé? Outillé surtout, non? C'est les deux. C'est-à-dire qu'on a dans ce baromètre effectivement cette perception qui progresse, mais dans les faits, on voit que le cap n'est toujours pas passé. Le cap de la sécurisation. Ok, je comprends qu'il y a un sujet. Là-dedans, j'ai quand même du mal à m'y mettre. En tout cas, c'est pas en haut dans la liste de mes priorités. Et alors, auparavant, il y a eu une étude aussi qui est sortie, que vous avez menée avec Ipsos sur la sensibilisation aux menaces des Français de manière générale. Tout le monde a bien conscience aujourd'hui que le risque cyber est au niveau. Alors, pas au niveau en tout cas qu'on aimerait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une perception du fait qu'il y a un sujet, ça existe, on entend parler des menaces grâce à vous. Les médias, malheureusement, grâce aux incidents qui se font plus nombreux et qui font la une des journaux, en revanche, méconnaissance des impacts et on a des publics qui très clairement passent à ce sujet dont ils entendent parler. N'aiment pas la mesure du sujet et sont extrêmement exposés et victimes. Est-ce que le sujet, Franck, c'est pas de savoir comment prendre ce sujet, comment aborder cette menace? Parce que finalement, quand ça fait trop peur,
quoi faire, on reste désemparé. Et ce sujet, il est peut-être vite aussi au niveau des PME. Par quel coup on prend le sujet de la cyber, il est tellement vaste. C'est un vrai point, mais je pense que on va pas parler des deux en même temps, parce que c'est quand même assez compliqué. Public et entreprise, si on revient sur le sujet des entreprises, avec les entretiens qu'on a menés en parallèle de l'étude, donc on voit qu'on a un petit peu ce qu'on appelle chez nous, c'est également le syndrome du passe-mètre. Vous savez, je paye pas, je le passe sous le radar, et puis à un moment, je me ferai peut-être aligner, c'est pas grave, ce sera pas suffisant que je l'ai pas payé. Parce que là, l'addition va être certainement emballée pour ma cybersécurité. On le voit dans notre enquête, on est, je prends mes petites notes pour pas vous dire de bêtises, mais voilà, encore 6 entreprises sur 10 qui estiment qu'elles seraient incapables d'évaluer les impacts réels d'une cyberattaque. Si je ne comprends pas que ça peut mettre à terre mon entreprise, si je ne comprends pas que, en gros, la durée de vie de mon entreprise, c'est combien de jours je suis capable de continuer à vivre en trésorerie sans exercer mon activité, parce que c'est ça, en ransomware, en rançon aussi, arrêté, bah pourquoi je le mettrais en haut de la liste de mes priorités. Et ensuite, et ça c'est un effort commun qu'on a tous à faire, effectivement, il faut réussir un petit peu à démystifier ce sujet. Ce n'est pas un sujet que technique. On le voit sur le nombre de victimes qui arrivent, 400 000 victimes l'année passée. La majorité des faits n'étaient pas des faits éminemment techniques. C'était des choses où les victimes ne seraient pas retrouvées là si elles avaient juste maîtrisé les fondamentaux les jeunes. Et ensuite, quand je dis c'est un effort commun, et là, aussi notre écosystème cyber et présent notamment aussi de la sécurité. Tant qu'on continuera à parler aux dirigeants des PE et PME du firewall X, Y, de la solution, un tel ou un tel pour leur sécurité, on continuera à les perdre. Aujourd'hui, un maillon qui est largement sous-estimé dans la chaîne de sécurisation, c'est les prestataires qui les accompagnent. Les prestataires de confiance, les prestataires historiques, informatiques, etc. Sont-ils aujourd'hui tous compétents cyber? Pas forcément. Il y a des solutions qui existent. Le label très complémentaire, ce qu'a fait l'ANSSI avec ELISA, ça s'appelle le label Expert Cyber, permet d'apporter un petit peu de visibilité à la qualité de service. Et il faut qu'on mette un petit peu plus de curseur là-dessus, parce qu'il y a des solutions qui existent. Il y a des prestataires en capacité de les accompagner, et ça c'est fondamental. Et il faut peut-être travailler sur les métiers, parce que moi, ce que j'entends aussi ici, quand dans les allées, je vois des personnes chercher des solutions qui leur correspondent. Ce qu'ils nous disent, c'est en fait, les gens ici ne connaissent pas les métiers, ne s'y intéressent pas, ils proposent des solutions comme ça, et qui ne vont pas forcément s'adapter à la réalité en fait, de l'entreprise. Comment est-ce que vous, cybermalveillance.gouv.fr, vous pouvez les accompagner vraiment? Il y a eu des plans, il y a eu des rapports nombreux sur la cybersécurité et les PME. On a l'impression qu'on n'arrive pas à passer à une vitesse supérieure. Vous dites d'ailleurs dans votre étude encore un cap à franchir. Comment est-ce que vous allez pouvoir les aider à ce cap? Je pense qu'il faut qu'on apporte tous ensemble plus de lisibilité à la problématique, donner de l'aura aux enjeux, même si ça progresse. Expliquer qu'il y a des solutions et des solutions très très simples. Maintenant, répondre sur le volet de est-ce que toutes les solutions qui sortent aujourd'hui sont adaptées à ce marché-là, c'est pas à moi, de le faire. Mais oui, ce serait de faire la honte de bois de dire que toutes les solutions prétendument adaptées aux TPE-PME ne sont pas nécessairement. Et effectivement, il faut s'adresser au marché. Maintenant, il faut aussi prendre conscience, mais ça faire que, quand on a compris qu'il y avait un vrai risque, que la cyber, c'est aussi des contraintes dans les usages. Mais après, finalement, se laver les mains aussi, ça prend du temps. Voilà, mais quand on a compris à quoi ça servait, il n'y a plus de sujet. Donc, c'est toute une mécanique qu'il faut lancer et qui est effectivement plus large que le simple sujet des solutions. Et ça, c'est effectivement une erreur de juste rester sur ce prisme-là, technique-là. Et c'est sur la partie hygiène cyber que vous travaillez en particulier. Notamment, oui. Éducation en fait aux bonnes pratiques et à la vigilance. Effectivement, et avec une tendance qui nous fait extrêmement plaisir chez Cybermalveillance. Alors, sans arrogance aucune, mais il y a 8 ans, quand on a créé le dispositif, on était déjà des anciens de la cyber, entre nous. Et ayant vu beaucoup de choses dans le monde de la sensibilisation, à l'époque, on faisait beaucoup de sensi exclusivement sur la sécurité de l'entreprise, dans le cadre de l'entreprise, pour les collaborateurs. Nous, dès le début, on a essayé de décloisonner ça en disant voilà, on va faire des contenus très orientés en entreprise, mais on pense que même au sein d'une entreprise, parler des usages personnels et la sécurité du foyer, voilà,
voilà, comment éviter de perdre les 15 à 20 ans de photos de famille, ça résonne tout de suite pour grand nombre de collaborateurs, beaucoup plus que comment éviter de compromettre l'entreprise. C'est factuel. Et aujourd'hui, on le voit, dans les productions numériques qui sont les plus diffusées, on a des contenus pour les familles, pour les enfants, qui sont diffusés dans des grands groupes, aujourd'hui présents sur les assises, pour lesquels ils nous sollicitent. Et ça, c'est extrêmement vertueux. Franck, j'espère qu'on se verra l'année prochaine avec encore de meilleurs résultats sur Bon progrès. Paramètres. Merci beaucoup. Merci. Très heureuse d'être en compagnie de Damien Biosic. Vous êtes expert en cybersécurité, comme beaucoup de personnes ici à Monaco aux Assises. Vous, c'est chez Illumio que vous travaillez, qui est un spécialiste du confinement des rançongiciels, des violations sur les systèmes d'information. Intéressant, vous publiez un rapport mondial sur la détection. Et alors, un des phrases fortes qui m'a marqué, vous parlez de lacunes critiques aujourd'hui en matière de visibilité. C'est-à-dire que les organisations ne savent pas quand elles sont attaquées. Je dirais qu'on a encore chanté dans un premier temps, merci de nous accueillir. Donc effectivement, chez l'Union, on a publié ce rapport qui est dédié à des environnements cloud. Et effectivement, pour répondre à votre question, oui, en fait, aujourd'hui, il y a tout un tas d'analyses qui ont été faites auprès de personnes intéressantes sur ce marché. Nous avons à peu près un cinquième en France. On s'est intermédiaire, notamment un cinquième de personnes au niveau de la licence, et qui disent effectivement manquer de visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur de leur infrastructure. Comment notamment, en fait, aujourd'hui, sur l'hybridation. Si on revient il y a quelques années en arrière, 10, 15 ans, etc., on avait des trucs d'un center interne, des choses qu'on maîtrisait peut-être un peu plus, ou qu'on pensait maîtriser un peu plus. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est l'hybridation des environnements à la scie, l'avènement du cloud, les environnements Kubernetes, etc., forcément, ça surpasse la taille. Et donc, avoir une visibilité à travers la multiplicité des environnements qui autour de ça. Et quand on dit sont des lacunes critiques, c'est-à-dire que ça laisse passer des attaques jusqu'au moment où on peut constater les dégâts. C'est ça. 89% des répondants à cette étude aujourd'hui disent que vous avez subi des attaques à cause de mouvements latéraux dans leurs environnements. Qu'est-ce que vous appelez des mouvements latéraux? Mouvements latéraux, c'est-à-dire qu'une personne est rentrée par l'entrée lambda et a réussi par des mécanismes de rebond à RMD sur de nouvelles machines, d'autres serveurs, d'autres postes de travail, dans des bouts d'infrastructures différentes. Par exemple, je rentre par un poste de travail, je ne sais pas, du PDG de l'entreprise, et puis je reviens sur le serveur de l'entreprise pour exfiltrer des données ou faire des renseignements. Sans être repéré. Sans être repéré, exactement. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi ces attaquants ne sont pas repérés par les entreprises? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de signaux qui apparaissent tous les jours, que 2300 alertes quotidiennes sont reçues par les analystes. C'était une moyenne, ça, 2300? Ouais, 2300. À peu près, quoi, alertes par jour. Moi, ici, aux Assises, j'ai eu quelqu'un qui m'a montré son dashboard, on va dire, avec 120 000 alertes dans la journée, en 24 heures. Comment vous voulez traiter ça d'un point de vue humain? C'est pour ça qu'il y a d'autres acteurs qui ont une automatisation sur beaucoup de choses qui sont très importantes aujourd'hui. Nous aussi, on propose très peu de choses dans ce domaine-là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est très important. Et d'autant plus, en fait, c'est 120 000 alertes, pour reprendre l'exemple de la personne. En fait, il y a tout un tas de tri positifs. En fait, il est temps qu'on va passer à gérer ces positifs. On ne va pas le consacrer à des tâches efficaces, efficientes, qui vont nous permettre de détecter ces erreurs. Je disais 89% des entreprises ont subi des attaques par mouvements latéraux. Et en France, seulement 38% disent avoir été capables de retrouver des traces dans les signaux des différentes solutions qu'ils utilisent dans leur SOC. Seulement 38%. Et d'ailleurs, c'est un chiffre assez bas parce que le rapport mondial dit que c'est 54%. Et nous, en France, on est plutôt à 30%. C'est l'un des seuls chiffres, on va dire, où la moyenne française est un peu plus basse que la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire confiner une cyberattaque? Alors, ça veut dire confiner un rançongiciel, une violation de système d'information. Améliorer la résilience d'une entreprise, tout simplement, en évitant que l'intégralité de son système d'information tombe en production, ne soit plus utilisable, pour, le cas échéant, repartir le plus loin possible grâce à sa sauvegarde qu'on a pu faire, grâce à un plan de reprise d'activité, et surtout ne pas avoir un chômage technique dès que les employés. Mettez dans un piège, vraiment, qui va se refermer cette attaque. En fait, c'est comme si je prenais un exemple dans la vie de tous les jours chez vous. Vous avez un cambrioleur qui rentre par la porte de votre garage. Et à un moment, on va avoir des mécanismes qui vont permettre de confiner dans ce garage-là
Pas qu'ils puissent aller dans votre cuisine, dans votre salle J'ai de bien bain. compris, mais justement, technologiquement, comment vous faites? Technologiquement, alors on dépend d'un agent en fait pour les charges de travail qui vient cartographier, on parlait tout à l'heure en production de discipline, tous les flux entre tous ces équipements informatiques. Qui donne cette visibilité et qui ensuite on va fermer en fait toutes les portes ouvertes qui ne devraient pas l'être. Et typiquement, je ne sais pas si j'avais une salle des trophées chez moi pour reprendre mon analogie avec ma maison, je ne voudrais pas que mes enfants aillent dedans. Et ben devant, je mets un capteur avec un point digital qui dit que seulement moi et ma femme peuvent rentrer dans cette pièce. Les enfants n'ont pas le droit d'y accéder. C'est la même chose qu'on va faire dans les réseaux informatiques. En ne laissant l'accès, c'est ce qu'on appelle du zéro trust, uniquement aux personnes légitimes qui doivent accéder à l'information. Merci beaucoup. Merci. Édouard de Rémur, très heureuse de vous retrouver ici Moi sur aussi. les assises de la cybersécurité de Monaco, où vous allez passer 3 jours à faire découvrir une nouvelle solution, Virtual Browser. Vous en êtes le patron, le CEO, cofondateur d'Oodrive. En fait, c'est une spin-off d'Oodrive. Exactement. C'est ça, Virtual Browser. Vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit. C'est une solution en fait qui permet de naviguer de manière isolée, totalement sécurisée, c'est ça? Exactement. En fait, notre métier, c'est de sécuriser la navigation web sans compromis et surtout sans contrainte pour l'utilisateur. Et pour cela, on va déporter le risque. En gros, quand vous allez surfer depuis votre poste, ce n'est plus votre poste qui va se connecter au site web, mais un serveur distant qui, lui, va se connecter au site web et vous renvoyer un flux de pixels, un flux vidéo directement dans votre navigateur. Mais la beauté de la solution, c'est que c'est complètement transparent pour vous. Et en faisant ça, Complètement transparent, c'est-à-dire que je peux surfer sur n'importe quel site. n'importe quel site, et vous ne voyez Aucune plus la contrainte. différence entre le surf réel et le surf virtuel. Pas d'impact sur le débit non plus. Pas la d'impact sur le vitesse de débit, connexion. pas d'impact sur la connexion et pas de conduite du changement. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle de manière technique une rupture protocolaire entre le serveur et votre poste, et de ce fait, vous êtes invisible et intouchable. Aucune menace. Quelle différence avec une navigation privée? Alors, une navigation privée, c'est que si vous allez sur un site qui est infecté, vous pouvez récupérer tout de suite le ransomware. Si vous allez sur un site qui attaque par phishing et que votre clavier est actif, vous pouvez vous faire avoir. Là, le principe, c'est que vous allez être complètement isolé. En gros, on prend l'exemple du drone. Vous savez, lorsque le militaire pilote un drone, il a l'impression d'être dans l'avion, sauf que l'avion se trouve à 1000 km et que si l'avion se fait abattre, on ne peut pas atteindre le militaire. Et là, c'est le même principe. Vous pouvez aller surfer sur le site le plus dangereux au monde, aucune menace ne peut remonter jusqu'à vous. Vous êtes invisible, intouchable. Donc elle arrive sur quoi la menace? Elle tombe sur quoi? En fait, la menace, elle n'existe plus si c'est bien paramétré. Prenez l'exemple du phishing. On va dire le phishing, ça pourrait être une menace puisqu'il suffit d'avoir un clavier actif pour se faire avoir. Eh bien, le principe de notre solution, c'est que dès que le site n'est pas connu, parce qu'on appelle le proxy, c'est l'outil qui aiguille le web, donc un nouveau site web, et le phishing repose sur des nouveaux sites maquillés, eh bien le clavier est désactivé. Donc au lieu de vous bloquer, vous y allez, vous pouvez surfer. Par contre, si vous vous faites avoir et que vous voulez rentrer vos credentials, vos logins, mot de passe, vous ne pouvez pas. Ok. Donc ça veut dire que ça repose sur quoi? Comment est-ce que vous détectez où est la menace? À partir de quel moment j'ai l'autorisation ou non, justement, de saisir des données? Et Est-ce que ça fonctionne comme le filtre anti-arnaque dont on a beaucoup parlé en France, qui repose finalement sur une liste noire de sites? c'est assez similaire. En fait, on inverse la cybersécurité. La cybersécurité, aujourd'hui, elle détecte et elle bloque. Nous, on va parler de confiance. Si je ne connais pas le site web, je vous envoie en lecture seule avec juste votre souris qui est active. Si je connais le site web, je peux dire je vais activer le clavier car ma confiance augmente. Si la confiance augmente encore, je vous mets le download et l'upload. Et si vraiment je suis en totale confiance, vous passez en direct. Donc on a vraiment inversé le schéma parce qu'on s'est rendu compte que détecter et bloquer, ça ne fonctionne pas toujours. Et alors que la confiance permet de se protéger de manière complètement différente et plus efficace. Et ça, c'est le DSI, le directeur du système d'information, qui va mettre le curseur sur jusqu'où j'accorde la confiance à un site internet, à mes collaborateurs pour se connecter. Oui, et on va se chaîner à ses outils existants. Jusqu'ici, dans la plupart des ETI des grands groupes, lorsque le site n'est pas connu, on le bloque. Sauf que ça râle, les utilisateurs doivent faire des tickets à l'IT, parfois attendre plusieurs jours. Donc c'est un gros pain pour les collaborateurs. Le fait de les renvoyer en lecture seule leur permet d'être tout de suite productifs, d'y aller, mais sans risquer. Et c'est pour ça qu'on dit souvent notre solution est une solution de cybersécurité populaire. C'est assez rare. On a beaucoup de clients qui marketent le lancement de notre produit en disant je vais enlever des contraintes,
donner plus de souplesse et même parfois autoriser des solutions qui jusqu'ici étaient bloquées. Prenez par exemple une solution comme Zoom. La plupart des OIV, des grands groupes sensibles, bloquent Zoom. Pourquoi? Parce que Zoom utilise le port vidéo qui est très mal sécurisé et Zoom est très intrusif. D'accord. Est-ce que si on imagine un collaborateur a besoin de se rendre sur le Darknet par exemple, est-ce que ça poserait un problème? Pas du tout. On signe souvent avec ce qu'on appelle les équipes SOC ou OSINT qui utilisent notre solution justement pour se rendre sur le Dark Web et sans se faire attaquer. Auparavant, souvent, ils y allaient, ils se faisaient attaquer, donc ils devaient rebooter leur poste ou partir sur un bac à sable. Aujourd'hui, leur seul risque, c'est une micro-coupure. Parce que pour chaque session de surf, on va créer un conteneur jetable qui est créé à la volée et détruit à la fin de la session. Donc si jamais ils vont sur le Darknet et qu'ils se font attaquer, ils vont redémarrer tout de suite, mais l'attaquant ne saura pas qui ils sont, où ils sont, s'ils ont un PC, un Mac, un Linux, peu importe. Ils seront totalement invisibles. D'ailleurs, notre plus vieux client, c'est la police de Genève qui utilisait justement cette solution pour leurs enquêtes. Merci beaucoup. Merci à vous. Mathieu Déric, merci beaucoup d'être avec nous, de prendre le temps de nous répondre. C'est un salon où je pense qu'il y a beaucoup d'activités pour une entreprise experte en cybersécurité comme F5, spécialisée en particulier sur la protection des applications et des API. J'avais envie qu'on aborde ensemble la question du post-quantique, parce que c'est vraiment le terme qui revient beaucoup en ce moment. Mais alors moi, je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu tôt pour en parler quand même? Déjà, merci. Donc c'est pas trop tôt. Les clients ont commencé à nous interviewer, nous questionner sur ce sujet il y a déjà plusieurs années. Principalement la banque en finance. C'est les premiers à nous interroger. Et ils reviennent tous les 6 mois. Un peu à la charge, c'est quoi les nouveautés, c'est quoi les nouveaux risques. Qu'est-ce que vous leur répondez? On remet dans 6 mois? On leur dit non, ça avance, donc on les met à jour. On les met à jour parce que c'est vrai que c'est on va dire une technologie. C'est le but quantique, c'est de chiffrer les données. On a le petit cadenas vers un navigateur, on utilise un algorithme de chiffrement, il y en a beaucoup. Il y en a depuis des années, ça fait des années que ça existe, c'est pas normal, le chiffrement. Mais on sait qu'on court tout le temps après le hacker, donc il faut toujours qu'on ait tout le temps d'avance, parce qu'à un moment il va réussir à déchiffrer. Donc aujourd'hui on a des très bonnes protections, les algorithmes actuels de chiffrement qu'on a dans notre navigateur suffisent largement. C'est même aujourd'hui quasiment impossible de faire du déchiffrement, ce qu'on appelle à la volée. C'est-à-dire, même si on se met au milieu, on voit tout, on aura énormément de difficultés, mais avec des ordinateurs très puissants, on peut le déchiffrer. La fameuse question du quantique, c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas, c'est la fameuse expression je collecte aujourd'hui et on verra plus tard. Peut-être que dans 20 ans, avec le computer quantique, on pourra très facilement déchiffrer ces données. Et cette expression on collecte et on verra plus tard, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'effectivement, vous dites aujourd'hui, il y a des cyber-attaquants qui préparent ces attaques post-quantiques? Alors, c'est pas une attaque. Ça, c'est important, c'est de clarifier la chose. C'est vraiment une attaque. C'est plus, c'est juste, je vais collecter beaucoup d'informations, je vais les stocker. Les données que peut collecter un hacker aujourd'hui vont être pertinentes dans 20 ans. Si on parle d'un brevet, si on parle de données confidentielles, si on parle de communication étatique, voilà, c'est chiffré. Peut-être que dans 20 ans, ça sera encore très intéressant à exploiter. Pour plein de raisons. Plein de raisons. Et donc, du coup, on voit au fur et à mesure des années que le temps pour hacker est déchiffré de plus en plus court. Avant, on sortait un algorithme, il fallait des années avant qu'il soit hacké. Aujourd'hui, c'est plus rarement d'années. C'est toujours la course à la. Enfin, on appelle ça la taille des clés, c'est des clés. C'est on a la fameuse clé tout simple du cadenas. On a sur le vélo, et on a la grosse clé de la maison. On n'a pas besoin de serrurier pour comprendre que plus la clé elle est compliquée, plus ça va être dur. Voilà. C'est la même chose dans la cybersécurité. Donc les clés grossissent. À un moment, elles sont tellement grosses et lourdes que ça devient compliqué pour les clients de les gérer. Donc très concrètement, si on veut se préparer à ce post-quantique et à ce déchiffrement peut-être possible sur des données chiffrées aujourd'hui de manière robuste, il faut changer la manière dont on chiffre les données, il faut passer à de nouveaux algorithmes. Exactement. Donc les premiers à avoir fait le pas, ce sont les navigateurs. Chrome, Edge, ce sont les premiers à avoir apporté ce support-là. Par contre, il faut aussi que maintenant les entreprises qui exposent des sites internet mettent aussi en place de leur côté la génération de cette clé. Et c'est là où est le problème, c'est qu'aujourd'hui,
Peu d'éditeurs Oui. ont fait le pas pour supporter le post-quantique, et vu que c'est pas 100% ratifié, toujours un peu compliqué de se dire est-ce qu'on y va maintenant sur celui-là, ça a l'air d'être celui qui va être sélectionné par le monde entier. Est-ce qu'on investit, est-ce qu'on le met dans nos boîtiers, dans nos solutions de cybersécurité? Et donc ça, c'est des discussions qui ont lieu en ce moment. Exactement, en ce moment on est dans énormément de ça, minimum une fois par semaine avec. Merci beaucoup Mathieu de m'avoir éclairé sur ce sujet. Bonjour Alain Bouillet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ici aux Assises de la cybersécurité à Monaco. Comment vous percevez l'évolution de cet écosystème français en l'occurrence, qui est très présent? Je trouve qu'en effet, on voit ici une dynamique autour de ces sujets cyber. Il y a beaucoup de pavillons, vous l'avez dit en français, ça fait plaisir. De périodes où les questions de souveraineté, d'autonomie, etc. ont une copie d'actualité. On voit que, d'ailleurs, le César va sortir un radar avec Elisa Frost sur l'ensemble. On va essayer de cartographier l'ensemble des solutions françaises. On sache un peu ce qu'on a sous la main. Parce que on peut toujours dire, avoir des incantations en disant on a tout ce qu'il faut pour faire de la cyber en France. Là, on va essayer de démontrer. Alors, effectivement, vous êtes délégué général et porte-parole du César, mais vous êtes aussi très engagé sur la promotion de la profession des RSSI, des responsables de sécurité des systèmes d'information. Je discutais avec Olivier Dalloy de Zscaler qui parlait d'un rapport mettant en avant que la mauvaise prise en charge du stress inhérent à la profession justement de RSSI pouvait poser un problème de résilience aux organisations. Vous trouvez que les RSSI ont un stress qui n'est pas suffisamment pris en charge? On a fait plusieurs études là-dessus. Une qui était plutôt alarmiste et qui en effet montrait que le taux de stress du RSSI était quand même anormalement élevé. La deuxième, on s'est plutôt posé en se disant mais c'est quoi finalement la cause de tout ça? Et puis la troisième étude, ça a plutôt été de dire qu'est-ce qu'on fait pour, sans être des psychologues ou des thérapeutes, mais au moins essayer de trouver, d'avoir des pistes pour justement faire baisser ce stress. Alors, moi je vois la raison principale, c'est ce que j'appelle la rançon du succès. C'est-à-dire qu'on a voulu que le RSSI et le César monte en gaz, monte dans les tours de la hiérarchie. Des décisions stratégiques. Et c'est pas rare aujourd'hui maintenant de trouver un RSSI qui soit N-1 du COMEX, et dans les grands groupes c'est pas la règle. Ça veut dire que, à un moment donné, la pression managériale des dirigeants, elle est sans fil. Quand le RSSI était en N-, je ne sais pas combien de la hiérarchie, avant que ça lui retombe dessus, c'est clair que c'était un peu plus calme. Donc, rançon du succès, premier élément. Et puis, sans me lancer dans des débats philosophiques, mais le RSSI, si on observe bien, moi j'ai là-dessus, il n'y a pas beaucoup de professions, de missions dans les entreprises où vous êtes payé pour combattre des gens que vous ne connaissez pas, que vous connaîtrez sans doute jamais, et des gens qui vous veulent du mal et qui veulent du mal à votre entreprise. Regardez dans l'entreprise, il n'y en a pas des profs comme ça. Donc ça veut dire que vous êtes sans arrêt dans une espèce de posture de combattants et de défenseurs, on ne comprend pas beaucoup, au défense surtout. Et cet ennemi invisible là, en effet, ça peut être un peu stressant, surtout quand les attaques deviennent de plus en plus virulentes. On a eu par exemple, nous, cette année, une frange de secteurs d'activité qu'on ne voyait pas trop dans la presse. Je pense au Peller, au Dulux, etc., qui ont été particulièrement visés par les data. Et ça, en effet, tout ça, ça fait monter le stress. Et alors, bien sûr, il y a des emplois à la crise, il y a tout un tas de choses un peu éloignées. Mais bon, quand vous avez toute cette pression qui vous tombe sur les épaules,
En effet, il y a un moment donné, surtout que on est surtout en moment de la grande question, c'est le mode de moyens. Et alors, est-ce que vous en êtes sur le terrain de la réglementation et notamment du projet de loi sur la résilience des infrastructures critiques, l'adaptation de la directive NIS 2, est-ce que ces textes vont permettre de retrouver un peu de sérénité chez les RSSI? Est-ce que c'est très attendu? Et comment vous voyez les choses se profiler en France sur cette nouvelle réglementation autour de la cybersécurité? Vous la voyez comme justement un confort, un nouveau cadre, un confort qui va dire à chacun ce qu'il doit faire, comment le faire, avec des obligations qui monteront jusqu'au comité de direction? Ou vous vous dites, là, ça va être des supplémentaires, y aller avec avoir la main légère? Alors, je dirais que les deux, un peu les deux, parce que vous prenez la FANGE, grève d'entreprise, grandes administrations ont déjà eu, ou de la LPM, ou Vénis 1, ou de l'AMF pour les banques, etc. On a des secteurs qui sont quand même relativement réglementés aujourd'hui et qui vont devoir, si ce que permettent les stations, en remettre au touche avec NIS 2, et ça frôle la surréglementation. Parce que finalement, moi je connais beaucoup de mes membres qui ont peut-être conseil d'administration qui vont être NIS 2, pour pas chômer avant NIS 2, c'est-à-dire qu'ils sont mis en place. C'est-à-dire qu'ils seront plus prêts à s'adapter. Donc eux, ils sont confort. C'est-à-dire que bon, une couche de plus de réglementation, ça permettra quand même, soyons positifs, hein, ça permettra quand même de rire peut-être certains pans de la cyber qui n'avaient pas été nécessairement bien couverts jusqu'alors. Effectivement, la deuxième ligne va être les ETI, les grandes lignes, les hôpitaux, qui vont être effectivement dans les 16 000 assujettis. Et là, je pense que c'est plutôt pour eux une bonne nouvelle. Parce que si on réglemente, si on fait des lois, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé avant. Bon, si naturellement on a mis en place la cybersécurité qui va bien partout, on n'aurait pas eu besoin de NIS 2. Bon, si on fait si on réglemente, c'est justement parce qu'il y a un souci. Bon, je pense que Vous êtes confiant sur la manière dont ça va s'appliquer en France? Pardon? Vous êtes confiant sur la manière dont ça va s'appliquer en France? Oui, parce que quand l'arbitrage se faisait systématiquement au détriment de la sécurité, ben là on pourra faire, parce qu'il y aura un texte qui vous obligera, en effet, à avoir ce niveau minimum de sécurité, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et puis 16 000 entités, ça paraît beaucoup. Enfin, regardez le tissu économique en France, on est très loin de couvrir toutes les entreprises. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition spéciale de Smart Cyber qui était en direct des assises de la cybersécurité ici à Monaco. On a eu beaucoup d'interviews. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Smart.